Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entrons en résilience. Aujourd'hui, un double format, mais vous allez en voir un maintenant dans cette version-là, mais avec la même invitée qu'on accueille tout de suite, Josée Masson, directrice du Deuil Jeunesse. Bonjour Josée. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On est installé après quelques réglages techniques. Josée, on va se tutoyer, ça va être plus facile, je pense, pour l'émission. Aujourd'hui, on va parler dans cette émission-là en priorité de toi, de ton parcours, parce que tu es très connu et reconnu dans le cadre de ton travail. On y reviendra dans une autre émission, comme je vous disais. Josée, tu as 43 ans. On ne sait pas trop d'où tu sors, mais on est bien content de t'avoir à Québec, puisque ton action porte principalement à Québec. On sait dans ton parcours que tu es travailleuse sociale. Tu as été travailleuse sociale pendant 13 ou 15, une quinzaine d'années à peu près. Ça fait 22 ans que je suis travailleuse sociale. Mais tu étais dans le secteur public avant. Oui. Bon, ma première question, là, c'est, je m'adresse à la petite Josée. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené à aller vers ce type de métier de relation d'aide, en fait? À 12 ans, j'entrais au secondaire et j'ai rencontré la travailleuse sociale de mon école secondaire. Je vais toujours me rappeler, je me suis dit, c'est ce que je vais faire un jour. À 12 ans? À 12 ans. Bon. Les conseillers en orientation me disaient que c'était pas pour moi, que j'étais trop sensible, trop près de mes émotions. Ils me voyaient dans des métiers beaucoup plus encadrés émotionnellement parlant. Alors, j'ai vite compris ça. Donc, dans mes cours de choix de carrière ou quand on rencontrait le conseiller en orientation, je modifiais mes réponses pour qu'ils comprennent que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Alors, je me mettais pas émotive trop, et tu sais, j'organisais mes réponses pour que un jour, j'ai un rapport ou quelqu'un qui me dise « Ah oui, tu devrais aller là-dedans. » Ouais. Mais comment ça se fait qu'un enfant, une enfant de 12 ans, on lui dit « Tu es trop émotive pour tel et tel métier ?» C'était les raps. On faisait des tests avec des choix de réponses et ça nous donnait un profil. Et ça disait, oh non, va pas dans le profil social, psychologique. T'es trop sensible. Moi, j'écrivais la réalité au début. Là, j'étais vraiment moi là, qui pleure facilement pour n'importe quoi, puis qui est très près des gens. Puis, alors, le premier conseiller en orientation qui m'a dit « Ah non, tu seras pas heureuse là-dedans, tu vas faire un burn-out. » On m'annonçait un burn-out à 12 ans déjà. Là. Wow. Je suis partie en me disant « Tant pis pour lui, c'est ce que je vais faire pareil. » Ben, on est bien content qu'il se soit trompé parce que, encore une fois, on te présente, mais on connaît qu'est-ce qui s'est passé derrière. Mais je veux vraiment qu'on reste sur ce parcours-là. Ça part d'une admiration, en fait, pour la travailleuse sociale à cette époque-là. Puis je me disais, si j'étais une enfant malheureuse, j'irais la voir. Okay. Assez que j'ai voulu m'inventer des problèmes pour aller voir qu'est-ce qu'elle faisait vraiment. D'accord. J'ai pas voulu faire de recherche sur c'est quoi être une travailleuse sociale. J'ai voulu voir qui elle était vraiment. J'avoue, je me suis inventé un problème pour aller la rencontrer et je l'ai trouvée encore plus merveilleuse. Et je me suis dit, c'est sûr que je vais faire ça. C'est sûr que je vais aider des jeunes. Et l'idée jeune a toujours été là. Est-ce que dans ton entourage familial, tes parents, tes proches, il y avait des gens qui travaillaient dans ce milieu-là? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un père cadre. J'ai une sœur qui est devenue comptable. J'ai une maman qui était une maman à la maison, qui était couturière. Et pas du tout. Je connaissais personne qui faisait ça. Mais il y avait quelque chose qui m'habitait à cet âge-là, puis même tout petite, où facilement les gens venaient me voir quand ils vivaient des choses difficiles. Même au primaire, facilement. Puis, je pense que j'étais de bons conseils, mais parallèlement à ça, j'étais profondément... je me questionnais toujours sur moi, même petite. C'est-tu des bons amis? J'ai-tu fait ça comme il faut? Pourquoi ils m'ont pas appelé pour sortir? Est-ce que c'est parce que j'ai pas été gentille? J'ai toujours été portée à m'analyser, à analyser l'autre. Fait que c'est pour ça que je me disais...
si j'étais malheureuse, j'aurais besoin d'aide, mais vraiment besoin d'aide. Et c'est une personne comme elle que j'irais voir. Et je me suis donné vraiment ce rôle-là. Et c'était pas par rapport à la mort, ça avait même pas rapport. Hein, c'était aider les jeunes. Aider les jeunes, c'est ce qui m'alimentait vraiment. Ouais. On entend souvent, quand on va vers les autres, c'est qu'on a besoin d'être aimé aussi, ou qu'on a peur de ne pas être accepté. Surtout à cet âge-là, là, 12, 13 ans, enfin, l'adolescence et la préadolescence. Est-ce que tu avais peur de ça, toi? Vraiment. De ne pas être accepté? Je pense que j'ai toujours couru après le besoin d'être aimé. Après. Et la peur de ne pas être acceptée, je crois aussi que ça a été... Il a fallu que je sois adulte pour faire confiance à qui j'étais. Puis de me dire tout le monde peut pas m'aimer, tout le monde peut pas, tu sais, j'ai eu beaucoup de masques pour être acceptée à plusieurs niveaux, tu sais. Parfois c'est parce qu'on a ce qui a été mon cas là, j'étais très complexé par ma taille plus jeune, donc j'avais toujours peur d'être rejeté. Des fois ça vient du manque d'amour dans la famille, sans entrer dans le côté intrusif, puisque quand on parle de la vie de l'invité, de son histoire personnelle, c'est pas pour faire du voyeurisme non plus. Avec le recul, est-ce que tu as une idée, toi, d'où ça peut venir, ce besoin cette peur de manquer d'amour? Mais tu parles, Patrick, de ta taille. C'était un peu la même chose pour moi, dans le sens que moi, j'étais maigre à l'extrême. J'étais vraiment... On me traitait d'anorexique. Je me suis fait dire plein de choses. Moi, les cours de natation, je voulais être exemptée de ça. J'avais peur. J'étais pas bonne dans les sports. Tu sais, mon enfance puis mon début d'adolescence, c'était vraiment, vraiment beaucoup ça. Alors... tu sais, je portais des lunettes et c'était ben trop gros pour mon visage, mais ça n'existait pas, des petites lunettes. C'était vraiment difficile. Fait il y avait cette partie-là. Ouais, il y avait une forme de complexe par rapport au regard des autres. On en revient souvent à ça, les différentes formes d'intimidation, la violence verbale. Ma mère était couturière, elle faisait des vêtements extraordinaires, elle faisait ce que je lui demandais de faire, c'était magnifique. Quand on entre au secondaire, les gens ont des chemises avec des marques, là je voulais avoir des chemises avec des marques, pas faire de peine à ma mère. Tu sais, j'ai toujours voulu être acceptée. Une jeune fille de compromis. Ouais, vraiment. Mais ça m'a toujours... Ça a été long. Même à l'université, j'ai beaucoup cherché à être intégrée, puis ça fait partie vraiment de moi, là. Ouais. OK. Donc ça t'a suivi, y compris à l'université, mais là, tu avais déjà une orientation professionnelle. On va pas faire une émission complète sur José Masson, enfant. José Masson, jeune adulte. Ta vie de famille commence à se construire. Tu es maman de 2 enfants, c'est bien ça. Notre invité, au moment où on enregistre l'émission à la quarantaine, on va dire, un peu plus 43 que 40. Je dis ça pour les gens qui écoutent l'émission en 2058, puisque l'émission sera rediffusée régulièrement. Qu'est-ce que ça donne arriver à l'âge adulte? Tu sais, les rêves de petite fille, c'est me marier jeune, c'est quoi tes aspirations à ce moment-là? Moi, je voulais avoir une vie adulte calme, paisible. Excuse-moi, je oui, plaisante, je peux rigole. Rire. Mais c'est vrai, je me voyais partir avec ma valise le matin, aller travailler, revenir le soir, être tranquille, avoir toutes mes fins de semaine. Je me voyais maman, bien que j'ai toujours eu peur d'être une mauvaise maman. Tu sais, je me suis toujours... j'ai toujours voulu être une maman, mais ça m'a toujours inquiétée. Tu sais, j'ai toujours eu une inquiétude parce que c'est une charge énorme. C'est la vie d'enfant, puis j'ai toujours eu cette inquiétude-là. Alors, moi, j'ai commencé ma vie adulte en me positionnant justement, en ayant un travail en CLSC, dans le secteur public, un travail que j'entre le matin, je pars le soir, mais déjà, je commençais à faire plus d'heures. Je suis une dévouée. Hein.
déjà, je faisais plus d'heures et déjà, j'avais un poste à 4 jours semaine et j'avais fait le constat qu'il n'y avait pas de service pour les jeunes endeuillés. Fait que ma journée qui me restait, je la travaillais pour les jeunes endeuillés. On va amener une petite précision à vous qui nous écoutez de l'autre côté, notamment de l'Atlantique. Les travailler en CLLC, les amis, moi ça fait 8 ans que je suis ici, j'arrive toujours pas à retenir ce que ça veut dire. Ce sont les centres. C'est les centres locaux de services communautaires. Voilà. C'est génial, hein, parce qu'on n'a pas ça notamment en France. C'est un centre où vous arrivez, il y a des travailleurs sociaux, il y a des infirmières, on peut aller faire nos prises de sang, on peut consulter. C'est un regroupement qui est très intéressant. C'est très cadré par contre. Puis je pense que vous, comme moi, on l'a déjà compris par rapport au profil et à la couleur de ce qui anime notre invité. Il y a un moment donné où tu rentrais pas forcément dans le cadre. Bon, puisque tu travaillais en dehors déjà, tu réfléchissais sur tes jours de congé. À ce moment-là, dans ces années de CLLC, tu es déjà maman, tu as déjà une vie de famille, non? Non, okay. Non. C'était il y a 20 et quelques années, ça? J'ai commencé au CLSC en 96. J'ai commencé à travailler, puis à faire justement, à travailler ma journée de plus, là, en 98. Okay. Alors, on est c'est il y a 20 ans. Ouais. La plupart du temps, vous connaissez le principe de cette émission, on fait une partie sur la vie privée, où est l'épreuve, puis comment on renaît. Là, tout au long de cette émission, puisqu'on est même pas à la moitié, tant mieux, parce que ça passe vite, il y a quelque chose que je veux emmener en fil rouge de cette émission, c'est que il y a des gens qui vivent une épreuve personnelle, puis qui s'en sortent, ou qui se changent des idées aussi dans leur travail. Toi, il se trouve qu'à un moment donné, tu as une idée qui va s'avérer géniale, puis je veux qu'on aille, quitte à ce qu'on voyage un petit peu dans le temps, qu'on fasse des allers-retours, à un moment donné où tu as le désir, l'envie de devenir maman, puis toi, tu fais pas dans le détail, là, il t'arrive tout en même temps, en fait. Et l'épreuve, puisque jusque-là, tout va bien, on peut dire que tout va bien, au niveau de l'enfance, donc on va pas faire une émission sur ton enfance merveilleuse, on est bien content. Puis tu es l'exemple vivant que c'est pas forcément quand on a eu plein de problèmes qu'on est plus ouvert envers les autres, puis c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur le point de devenir maman? Mais moi, je quitte le CLSC, mon bureau, je fais mes boîtes en sachant que je n'y retournerai jamais. Que j'allais créer une ressource pour les jeunes qui vivent la mort d'un proche. C'était pas créé, c'est-à-dire tu t'es lâché d'une main sans... là, en me disant, je ne reviendrai pas, je vais prendre mon congé de maternité pour mettre ça en place, je garde ma sécurité, je donne pas ma démission tout de suite au cas où ça fonctionne pas, mais c'était clair, j'ai enlevé mon nom qui était écrit là, sur ma porte, en sachant que j'allais plus jamais y retourner. Après 13 ou 15 ans 13 ans. C'est ça? Et là, tu es déjà enceinte, là? Oui, je suis enceinte. Okay. Je vais accoucher dans peu de temps. Puis là, je m'en vais donner la vie. Je vais aller créer une ressource pour les jeunes qui vivent la mort, mais je vais aller donner la vie. Mais ton projet n'est pas abouti à ce moment-là? C'est une idée? Je me donne mon congé de maternité pour le mettre en place, mais je sais qu'éventuellement, je veux créer quelque chose d'unique pour les jeunes qui vivent la mort d'un être cher. Ça, c'est sûr. Ça, c'est complémentaire à ce qui se donne ou ce qui se donne pas en fait au CLLC ou ça se donne pas. Ce que je veux faire, c'est vraiment un endroit où on a l'expertise et où on le fait pas d'une façon généraliste, mais vraiment d'une façon particulière, d'une façon différente de ce que je vois depuis le début de ma pratique, où je vois des adultes pas vouloir parler de la mort aux enfants, le tabou est très fort. Alors je me dis, moi ça va être abat les tabous. Et j'insiste là-dessus, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est pas un projet qui mûrit tranquillement dans ta tête, ne serait-ce qu'avant ta grossesse, ou
C'est pas quelque chose auquel tu réfléchis depuis des années? J'y réfléchissais. Je voulais le faire. Mais tu te À lançais tous pas. les jours, j'étais confirmée dans ça, mais j'avais pas le temps de le faire parce que je suis dévouée au quotidien. Alors, je me suis dit, mon arrêt de travail va donner cette naissance-là, donc je vais faire 2 naissances en même temps. Je vais bâtir ça. Je vais bâtir ça, c'est nécessaire. C'était un besoin très clair pour moi. Quasiment des jumeaux, quoi. Oui, vraiment. Oui, parce que c'est vraiment en même temps. Puis là, ça s'est avéré que mon accouchement a pas été la joie, pas du tout. Et j'ai été confrontée, parce que là, c'est très particulier, hein. Je travaille avec la mort depuis déjà là, un bon bout de temps, avec les jeunes qui vivent la mort, qui sont confrontés. Et quand je donne naissance à mon fils, il est cliniquement mort. En fait, il a été réanimé totalement, là, cardio-respiratoire. Fait que, au moment de l'accouchement. Ouais, un accouchement d'une 40aine d'heures, avec plein de souffrances, avec toutes sortes de choses qui sont passées. Ça a été un accouchement épouvantable. J'avais jamais pensé, puis on nous avait jamais dit dans nos cours de prénataux et tout ça, qu'on pouvait donner la mort et non la vie. Hein. Ouais. On m'avait jamais préparé à ça. En fait, je saisissais très bien qu'on pouvait mourir là, dans la vie, là, à peu importe quel âge, là, j'étais bien placée pour le savoir. Mais de donner la mort quand on donne la vie, ça, par exemple, j'avais jamais réfléchi ça. Je savais que je pouvais mourir en donnant la vie, mais pas donner la mort. C'était... Et ça m'a tellement confrontée à plein de choses par rapport à justement la crainte que je disais tout à l'heure, d'être une mauvaise mère. C'est sûr que c'est venu me chercher à plein d'égards. C'est mon premier enfant. C'est sûr que c'est venu me dire, bon, j'ai-tu fait quelque chose que je devais pas? C'est-tu ma faute? J'avais eu des feelings là, pendant cet accouchement-là où je me disais, il y a quelque chose qui marche pas, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bon là, il faut que je fasse attention parce que je parle à une professionnelle, mais j'essaie de me mettre à votre place, là, puis j'ai des questions qui me brûlent les lèvres. Déjà, est-ce que pendant la grossesse, on vous avait dit c'est une grossesse à risque? Pas du tout. Tout allait bien. Aucunement. Mais j'avais mon stress de mère. Quand il bougeait pas, moi je travaillais au CLSC, alors il y a des infirmières qui sont là avec leur... T'étais du genre à me faire tous les jours. Tous les jours, il fallait que je m'assure que son cœur battait. Ça là, j'ai été une mère stressée, là, épouvantablement, cette première grossesse-là. Mais je n'étais pas une grossesse à risque du tout. Tout allait bien. Tout allait très bien. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu viens de nous dire, là. Je n'étais pas préparé à donner la mort. Moi, ça me parle en même temps, ça me gêne parce que je crois plutôt au fait qu'un enfant qui naît, qui survit pas là, c'est son choix, comme les fausses couches, comme les. J'ai du mal à m'imaginer que tu donnes la mort. Non, ça aurait été une vie courte puisque par chance il a survécu. Mais par contre. Beaucoup de gens croient au fait que la pensée est créatrice. Donc, avec le recul, est-ce que tu penses que ce stress, cette peur qui te suit depuis petite, en fait, de ne pas être aimé, de ne pas, quelque part, être à la hauteur, mais peut-être pas le bon terme, ça a joué sur cette grossesse-là? J'ai tellement analysé, que j'ai décidé un jour d'arrêter. Alors, ces questions-là, je ne m'y pose plus, parce que sinon, c'est un gouffre sans fond. Ouais. Puis ça me culpabiliserait davantage. Ouais. J'ai décidé de le porter différemment. Puis tu sais, quand tu es gêné de donner du terme donner la mort, il faudrait peut-être qu'on soit gêné aussi de dire donner la vie, tu sais, parce que ça nous rend tellement responsables de tout ça. Ça nous tient en tant que maman, tu sais, responsable de toute cette partie-là, tu sais. J'ai décidé de... C'est drôle parce que ça m'a donné une poussée qui est... Je mets au monde un enfant qui ne m'appartient pas, qui appartient à la vie. Peu importe que je mette de la ouate autour de lui,
que je ne veuille pas qu'il y arrive d'accident, qu'il va y arriver quand même des choses. Et ce qui aurait pu devenir de l'hypervigilance, d'être trop à ne pas vouloir qu'il arrive quelque chose, a été davantage de prendre conscience que dans la vie, on n'a pas le contrôle sur tout. Et c'est particulier, qu'est-ce que ça donne, puis à un moment donné, c'est contrastant dans notre tête. Dans ma tête, ça a été hyper contrastant. Parce que je veux y croire, puis il y a des jours où ça fait peur. Puis, ça fait pas longtemps que je suis capable d'en parler sans pleurer. En fait, j'ai vécu quelque chose, puis tu sais, on en parle, là, puis je trouve ça super important parce que moi, je suis Josée Masson qui travaille dans le deuil depuis des années. Quand ça m'arrive, ça, cette grossesse difficile-là, il n'y a pas personne qui m'en parle. Il n'y a personne. C'est moi qui ai été vers des gens pour en parler parce que personne m'a posé des questions. C'est vraiment, vraiment particulier parce que j'ai senti une solitude. Puis c'était dur même avec mon conjoint qu'on s'en parle. C'était comme une grosse épreuve. C'est comme un gros cauchemar. Puis après ça, qui finit bien, fait que je peux pas me plaindre. Il est vivant. Ouais. En fait, tu aurais aimé qu'on vienne vous chercher pour vous accompagner. Mais tellement. Puis je me disais, la travailleuse sociale de l'hôpital, elle vient pas me voir. C'est-tu parce que je suis Josée Masson? Je me suis posé beaucoup cette question-là. Il n'y a pas personne qui vient me voir. C'est parce que c'est moi. C'est parce que moi, là, je suis connue là, ici, puis que les gens disent, elle est bien équipée. Je suis désolée, mais je suis très bien équipée pour quand c'est le deuil des autres. Là. Tu restes un être mes humain épreuves à moi, j'en ai besoin moi aussi d'aide. Si il n'y avait que les gens connus et reconnus, ben si ces gens-là n'avaient pas besoin d'aide, là, on le voit dans le milieu du show business ou autre, là, il y a l'humain qui est au cœur de ça. Donc à un moment donné, on a tous les mêmes besoins. Si on comprend bien, cette épreuve-là, elle a servi en même temps à valider ta décision, encore plus, si je puis dire, de changement professionnel et du besoin cruel qu'il y avait, parce que tu as été, tu as pas testé, mais tu as pu te rendre compte toi-même en tant que femme et maman, qu'à ce moment-là, tu avais un besoin, et que tu savais pas où t'adresser en fait. Ou que tu aurais aimé que quelqu'un vienne te parler et t'aider à cheminer là-dedans, c'est ça? Ouais, puis j'étais en colère. Parce que je me disais, il n'y avait pas le droit de ne pas nous en parler dans nos cours prénataux. Il n'y avait pas le droit de ne pas nous en parler dans les cours d'allaitement. Qu'est-ce qu'ils font là à tout dire que tout est parfait? Ça se peut que ce soit pas parfait. J'étais vraiment en colère. J'ai perdu ma naïveté humaine. Moi, je vois des femmes enceintes. Je suis désolée, mais mon premier réflexe, c'est « il peut mourir ». C'est terrible, puis en même temps, c'est magnifique, là, puis j'ai eu un autre enfant après, là. Mais ça m'a enlevé ma naïveté. J'ai un travail qui m'enlève la naïveté de tout, parce que je sais que tout peut arriver. Tu sais, on peut avoir l'influenza puis en mourir, on peut avoir une gastro en mourir, on peut partir le matin, avoir un accident, en mourir. Tu sais, moi, ça là, ça fait longtemps que je l'ai perdu, cette naïveté-là. Mais en même temps, c'est ce qui fait le côté précieux de la vie. Ben oui, tout à fait. Fait que ça a été une épreuve personnelle, professionnelle, difficile dans mes fondements, tu sais, dans ma pensée, dans la petite naïveté qui me restait, j'ai tout perdu. Dans ce sentiment-là que la vie peut être, tu sais, toute belle, je l'ai perdu. Et ça a pris du temps avant que ça revienne. Est-ce que tu dirais qu'en devenant adulte, en grandissant, ben oui, à un moment donné, on perd notre côté naïf, mais est-ce que, puis je vous pose la question à vous aussi, est-ce qu'en même temps, c'est pas ce qui peut faire qu'on retrouve notre regard d'enfant, justement, d'apprécier les petites choses, de travailler le lâcher prise, notamment, en disant, regarde, aujourd'hui il fait beau, une nouvelle journée, puis on verra demain, quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver le lendemain. Puis que la mort fait partie de la vie.
effectivement, c'est un message qu'on entend, puis qui est très spécifique, encore une fois, à Deuil Jeunesse, puis vous allez avoir plein de contenu dans l'autre émission à découvrir. C'est ici, là, puisqu'on tourne chez Deuil Jeunesse aujourd'hui, cette entrevue-là, on parle de choses dont on ne parle pas ailleurs. Pourtant, pour revenir 2 minutes à la résilience, les non-dits, c'est l'ennemi principal de la résilience. Donc, parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Pas du tout. Mais on comprend bien que toi, en tant que jeune maman, tu aurais aimé être préparée un petit peu plus à l'éventualité qui, pour toi, ben pour vous, avec ton conjoint, n'a pas été une éventualité, ça a été un fait couperé, puisque, je le rappelle, tout allait bien pendant la grossesse. Oui. Le diagnostic, ça a été quoi quand il est mort-né, la cause? Est-ce que c'était le cœur? C'était le méconium. En fait, j'avais retardé un petit peu. Il y avait les poumons tout pleins. Il ne pouvait plus respirer. Parce que l'accouchement avait duré une quarantaine d'heures? Oui. Okay. Oui. Il était entre deux, quoi. Oui, puis ça a été long avant de savoir aussi s'il porterait des séquelles et tout ça. Puis tu sais, je ne veux pas nécessairement aller dans cette partie-là, mais en tant que mère, après ça, ça a été le questionnement de qu'est-ce qui va découler de ça, tu sais. Puis ça m'a amené en même temps à réaliser que nos enfants seront uniques. Quand je regarde avec le recul, cet événement-là, il est vraiment porteur du message que je véhicule dans ma vie professionnelle, toujours. Le bagne est quand on y est confronté, quand dans ta vie... J'imagine, t'es mécanicien, tu répares des voitures quand c'est la tienne qui brise. Oui, il y a des bases, il y a des notions, mais ça se peut aussi que ça te mette dans l'émotion davantage. Parce là, j'ai été... Ouais, parce que c'est ça. Puis, ça fait aussi appel, ce que tu nous dis, là, je trouve en tout cas, on met beaucoup d'énergie à gérer les conséquences, mais pas à faire de prévention ou s'attaquer aux causes. Un des meilleurs moyens au jour d'aujourd'hui qu'on connaisse d'affronter ces peurs, c'est de les maîtriser en tout cas, c'est de les affronter, d'être confronté, d'y être préparé. Plutôt que de mettre les fameuses œillères qu'on a souvent dans notre société. Aujourd'hui, il n'y en a pas, vous avez vu, c'est très... on ouvre... puis José nous fait la primeur, je dirais, de s'ouvrir un peu plus, à cœur ouvert sur sa vie, ce que tu fais pas forcément dans tous les médias. Je fais jamais ça. Pour tout vous dire, il y a une tempête de neige au moment où on enregistre ça, là, mais on fait l'émission quand même, parce que j'avais peur qu'elle change d'avis. Non, c'est pas vrai. On arrive quasiment à la fin de ce premier format, puisqu'on a la chance de t'avoir sur 2 émissions. Puis j'ai la chance de t'avoir sur 2 émissions. Je suis tout ému. On ne peut pas tricher avec le visuel. Merci beaucoup de témoigner de cette manière-là. Je sais que tu es limite au niveau des émotions, puis c'est bien parfait avec ça. Encore une fois, le but c'est de pas te creuser sur... Rassure-nous juste, ton fils, ça va bien? Oui, il joue au hockey, il est capitaine de son équipe, il a 13 ans, il est magnifique, je l'aime de tout mon cœur. Ah oui, vraiment. C'est une maman objective, encore vraiment. Toutes les mamans. Oui, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Non. Voilà, c'est ça. Mais les autres mamans qui nous écoutaient, les vôtres aussi sont les meilleures, il n'y a pas de problème. Lui, il en a conscience de tout ça, là, de ce qui s'est passé, vous en parlez? Il sait son histoire. Là, s'il nous écoute, il va être obligé. Il sait son histoire, il sait pas l'impact que ça a eu. Il sait son histoire. Un jour, on saura s'en parler, c'est certain. Je lance un message à plein de mamans sur la planète, dont certaines que je connais bien. Pour moi, tu es un exemple, le peu que tu nous en as livré quand même là, le peu que je te connais aussi, parce que c'est pas évident, je le sais, pour une maman de lâcher prise quand on a failli perdre un enfant avant ou qu'on en a perdu un. Puis là, c'est moi qui vais essayer de pas trop rentrer dans mes émotions.
c'est pas évident de lâcher prise après, de dire c'est mon trésor unique là, il est en vie, puis ma vie va tourner autour. Donc c'est un enfant qui est choyé, certainement gâté, puis ton message, c'est nous qui sommes choyés de l'avoir eu, de l'avoir reçu tel quel. Merci beaucoup pour ce moment, José. Puis on va te retrouver très très vite pour l'autre format. Merci. Voilà les amis, on arrive à la fin. Encore un moment d'émotion. En tout cas moi j'ai été très très touché par ce témoignage-là. Surtout du fait de parler de José Masson, directrice et fondatrice de Deuil Jeunesse. Mais par rapport à son histoire personnelle, je vous garantis que au niveau de la crédibilité professionnelle, il n'y a rien de mieux que ces gens qu'on a le plaisir, vous et moi, de rencontrer. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop. Bye. Au revoir.